L'histoire d'Erika Lynn Parsons est le récit d'une cruauté qui défie l'entendement. En Caroline du Nord, une enfant de 13 ans est devenue un fantôme bien avant que son cœur ne s'arrête. Elle n'a pas disparu. Elle a été méthodiquement effacée par ceux qui devaient l'aimer. Bienvenue sur Traces perdues. Pour honorer la mémoire des victimes et ne plus jamais laisser ces histoires dans l'ombre, abonnez-vous et activez la cloche. Tout bascule en juillet 2013. Jamie Parsons dénonce l'innommable. Sa sœur Erika a disparu depuis 2 ans. Ses parents l'auraient tuée. À cet instant, le voile se déchire sur une maison de l'horreur que personne n'avait soupçonnée. Pour comprendre comment l'invisible est devenu tragédie, il nous faut remonter en 1998, au jour de sa naissance. Tout commence le 24 février 1998, dans la petite ville de Concord, en Caroline du Nord. Erika Lynn Parsons naît dans un monde marqué par l'incertitude. Sa mère biologique, Caroline Parsons, se trouve alors dans une situation de grande précarité, luttant contre des difficultés personnelles et financières qui semblent insurmontables. Face à l'impossibilité de subvenir aux besoins de son nouveau-né, Caroline prend une décision qu'elle espère salvatrice, confier Erika à des membres de sa propre famille. Elle est convaincue que le sang garantira la sécurité et que sa fille pourra s'épanouir dans un foyer stable. C'est ainsi qu'en l'an 2000, la garde légale est transférée à son frère, Sandy Parsons, et à son épouse, Casey Stone Parsons. Ce type de procédure, l'adoption par parenté, est souvent perçue par les services sociaux comme l'option idéale, car elle maintient l'enfant au sein de sa lignée biologique. Mais derrière les apparences de cette solution protectrice, une faille béante s'entrouvre. Erika entre dans un foyer où elle n'est pas attendue comme une égale, mais accueillie comme une étrangeté. Sandy et Casey ont déjà leurs propres enfants biologiques, et dès le départ, Erika est perçue non comme une fille, mais comme une intruse, une présence tolérée uniquement pour ce qu'elle peut rapporter ou représenter dans l'équilibre malsain de la maison. Dans l'intimité de cette demeure de Salisbury, une dynamique psychologique terrifiante se met en place. Les experts parlent souvent du mécanisme du bouc émissaire pour décrire ce qui s'est produit chez les Parsons. Dans les cas de négligence classique, tous les enfants d'un foyer souffrent généralement de la même manière. Mais ici, la situation est bien plus perverse. La famille fonctionne selon une hiérarchie stricte et cruelle. Les enfants biologiques de Sandy et Casey sont traités avec une relative normalité, bénéficiant d'une attention et de soins standards. Erika, en revanche, est isolée, désignée comme l'unique cible d'une haine orchestrée. Jamie Parsons témoignera plus tard que sa sœur était littéralement méprisée par ses parents. Cette haine n'était pas un sentiment passif, c'était un système de contrôle actif. Casey Parsons, décrite comme le cerveau de l'opération, la véritable maîtresse de maison, utilisait Erika pour souder le reste de la famille. En encourageant, voire en ordonnant à ses enfants biologiques de participer aux sévices, de frapper Erika ou de la punir pour des fautes imaginaires, elle créait une unité familiale complice. Chaque membre de la fratrie devenait un rouage de la machine à broyer, rendant toute dissension interne impossible. Erika était celle que l'on pouvait détester ensemble, celle dont la souffrance servait de ciment à la loyauté des autres envers leur mère. Au-delà de cette perversion psychologique, un moteur financier puissant alimentait le maintien d'Erika dans ce foyer. Erika souffrait de handicap partiel, notamment d'une perte d'audition et de retard de développement, ce qui la rendait éligible à des subventions d'adoption pour enfants à besoins spécifiques. Chaque mois, l'État et le gouvernement fédéral versaient environ 634 $ au Parson pour son entretien. Sur une année, cela représentait plus de 7 600 $. Pour une famille rurale vivant dans une situation économique modeste, cette somme n'était pas négligeable. Elle était vitale. On assiste alors à une marchandisation abjecte de l'enfant. Sandy et Casey Parsons détestèrent la présence physique de la petite fille, mais ils chérissaient son existence administrative. Erika était devenue un produit financier. Pour maximiser le profit tiré de ses chèques, le couple réduisait au maximum les coûts liés à sa survie. La priver de nourriture, lui refuser des soins médicaux pour ses oreilles ou ses blessures n'était pas seulement une punition, c'était une gestion cynique de leurs revenus. Tant qu'Erika respirait, l'argent continuait d'arriver. Elle était une prisonnière rentable.
une source de revenus qu'il fallait garder cachée pour ne pas éveiller les soupçons des autorités qui auraient pu mettre fin à cette manne financière si elles avaient découvert l'état réel de l'enfant. Pour parfaire cette invisibilité, les Parsons ont exploité une faille majeure dans la législation de la Caroline du Nord de l'époque, les lois sur l'enseignement à domicile. En retirant Erika du système scolaire public pour l'inscrire en homeschooling, le couple a démantelé le dernier rempart de protection de l'enfant. À cette période, les régulations étaient conçues pour offrir une liberté maximale aux parents, exigeant peu de comptes à l'État. Pas de visites à domicile, pas de tests obligatoires supervisés par des tiers, pas de contacts réguliers avec des professionnels formés. En un geste administratif, Erika a été soustraite au regard des enseignants, des infirmières scolaires et des travailleurs sociaux, des personnes dont le rôle est précisément de détecter les signes de maltraitance. Elle n'existait plus que sur papier. Dans les bases de données gouvernementales, elle était une élève et une bénéficiaire de subventions. Dans la réalité, elle était une enfant emmurée, sans aucune voie de recours, sans aucun moyen de faire entendre son cri au reste du monde. Elle était devenue une ombre dans sa propre vie, une enfant invisible dont le calvaire ne faisait que commencer dans le secret de ce placard qui allait devenir son univers. La transition vers l'horreur physique était désormais totale, car plus rien ne s'opposait à l'escalade de la violence. L'horreur qui se déroulait derrière les portes closes de la maison des Parsons n'était pas le fruit d'un emportement soudain, mais une architecture de la souffrance bâtie pierre par pierre, jour après jour. Au centre de ce dispositif se trouvait un placard. Ce n'était pas un simple lieu de rangement, mais une cellule de transition vers le néant. Jamie Parsons, le fils biologique du couple, décrira plus tard aux enquêteurs comment ce petit espace exigu avait été modifié pour devenir la prison personnelle d'Erika. On l'y enfermait pendant des heures, parfois des jours entiers, dans une obscurité totale qui brisait ses repères spatio-temporels. Ce placard remplissait 3 fonctions dans l'esprit pervers de Casey Parsons: la priver de tout stimulus sensoriel, restreindre physiquement ses mouvements et surtout parachever sa déshumanisation. Erika n'avait pas le droit de sortir pour utiliser les toilettes. Elle était contrainte de se soulager à l'intérieur de sa geôle pour ensuite être violemment battue parce qu'elle s'était salie. C'est ce que les psychologues appellent un scénario de double contrainte, typique des environnements de torture. La victime est punie pour des nécessités biologiques causées par le ravisseur lui-même. Chaque aspect de sa vie était ainsi devenu un piège sans issue. La privation nutritionnelle était l'autre arme de destruction massive utilisée par Sandy et Casey. Dans une maison où les placards de la cuisine étaient pourtant fournis pour le reste de la famille, Erika vivait dans un état de famine chronique. Mais la cruauté ne s'arrêtait pas au simple fait de ne pas la nourrir. Lorsqu'elle recevait enfin quelque chose à manger, c'était souvent de la nourriture pour chiens en conserve. Ce geste n'était pas seulement une économie financière ignoble, c'était un message constant envoyé à l'enfant. Tu es inférieur aux animaux de cette maison. Les conséquences physiologiques de cette famine ont été gravées dans les os d'Erika. L'anthropologie médico-légale révélera plus tard une ostéopénie sévère, une perte de densité osseuse typique des personnes souffrant de malnutrition extrême durant leur croissance. À 13 ans, le corps d'Erika présentait un retard de développement tel qu'il semblait appartenir à une enfant de 6 ou 7 ans. Ses membres inférieurs ne s'étaient pas allongés normalement. Son corps s'était littéralement mis en veille pour tenter de survivre avec le peu de calories qu'on lui accordait. Chaque repas manqué, chaque boîte de nourriture pour animaux forcés était une brique de plus dans le mur qui séparait Erika de la vie. Mais c'est le squelette d'Erika qui, des années après sa mort, allait devenir le témoin le plus éloquent de son calvaire. Le rapport d'autopsie de 2018 est une lecture insoutenable qui dresse la carte d'une violence systématique. Le crâne d'Erika portait les traces de multiples traumatismes faciaux. Ses os nasaux et sa mâchoire présentèrent des fractures caractéristiques de coups de poing répétés. Son sourire avait lui aussi été brisé. Une incisive centrale supérieure avait été arrachée si longtemps avant sa mort que l'os de la gencive s'était déjà refermé sur l'alvéole vide. Une autre dent était fracturée. Ces blessures ne résultent pas de chutes accidentelles, mais d'attaques directes et brutales au visage. Au niveau des membres, l'humérus droit présentait une fracture guérie, mais avec une déformation en arc.
Cela signifie que l'os s'était cassé net et que les Parsons l'avaient laissé se ressouder seul, sans aucun soin médical, forçant l'enfant à vivre avec un bras déformé et une douleur atroce pendant des mois. Ses doigts n'étaient pas épargnés non plus. L'une des phalanges présentait une fracture consolidée, corroborant les aveux ultérieurs de Sandy, qui admettra lui avoir tordu les doigts jusqu'à ce qu'ils craquent. Le témoignage le plus accablant de ses os reste cependant la cage thoracique. Les médecins légistes ont dénombré pas moins de 9 fractures au niveau des côtes, situées à différents stades de guérison. Sur les côtes gauches, numéro 7, 9, 10 et 11, ils ont trouvé de nouvelles excroissances osseuses, signe de blessures datant de quelques semaines avant sa fin. Sur les côtes droites, 9, 10 et 11, des cales osseux plus anciens indiquaient des fractures antérieures. Pour un expert, la présence de fractures à des stades de guérison variés est la preuve irréfutable de passage à tabac distinct et répété dans le temps. On ne se casse pas 9 côtes en une fois par accident. On se fait briser les côtes, mois après mois, par des pressions violentes ou des coups de pied. Erika portait en elle le journal intime de sa propre torture, écrit en lettres de sang et de calcaire. Chaque respiration devait être un supplice, chaque mouvement un rappel de sa condition de victime absolue au sein de cette maison des horreurs. Vers la fin de l'année 2011, le traitement infligé à Erika a franchi un nouveau seuil de sauvagerie. Jamie Parsons a décrit une enfant qui ne ressemblait plus à un être humain dans ses derniers jours. Il l'a qualifiée de zombie, avec une peau grise, des yeux enfoncés dans leurs orbites et une odeur de décomposition qui émanait de ses blessures. Erika était couverte de coupures suintantes, probablement causées par des boucles de ceinture, qui s'étaient infectées faute de soins. Elle était vraisemblablement en état de septicémie, son corps s'empoisonnant de l'intérieur, tandis que ses organes commençaient à lâcher les uns après les autres. Malgré cet état de délabrement physique évident, malgré les gémissements et l'odeur de mort qui commençaient à flotter autour d'elle, Sandy et Casey Parsons n'ont jamais appelé les secours. Pour eux, appeler un médecin aurait signifié la fin de leur confort financier et l'ouverture d'une enquête qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils ont choisi de la regarder mourir, patiemment, froidement. La nuit du 17 décembre 2011 a marqué l'acte final de cette tragédie. Erika, à bout de force, a murmuré ces derniers mots à Jamie « Je ne peux plus respirer ». Cette plainte déchirante s'explique cliniquement par plusieurs facteurs. Soit une pneumonie foudroyante due à son état d'immobilité et de faiblesse, soit un syndrome de détresse respiratoire causé par l'infection généralisée, ou encore un pneumothorax provoqué par une nouvelle fracture de côte perçant ses poumons déjà épuisés. Quelques heures plus tard, le silence s'est abattu sur le placard. Erika Parsons, l'enfant que personne ne voulait voir, avait cessé de souffrir. Mais pour Sandy et Casey, sa mort n'était pas une tragédie, c'était un problème logistique à résoudre. Il fallait faire disparaître le corps, mais surtout, il fallait faire en sorte qu'Erika continue d'exister pour le gouvernement, afin que les chèques, eux, ne cessent jamais d'arriver. Le crime de sang allait maintenant se doubler d'une mystification macabre qui durerait des années. Au lendemain de la mort d'Erika, le silence qui s'installe dans la maison des Parsons n'est pas celui du deuil, mais celui d'une machination glaciale. Pour Sandy et Casey, le corps sans vie de l'enfant n'est qu'une preuve encombrante qu'il faut effacer pour préserver leur liberté et surtout leur source de revenus. Le 19 décembre 2011, alors que le monde se prépare aux fêtes de fin d'année, Sandy Parsons charge la dépouille d'Erika dans son véhicule. Il entame un trajet de plusieurs heures, traversant les frontières de l'État pour se rendre dans le comté de Chesterfield, en Caroline du Sud. Là, au cœur d'une zone boisée isolée près d'une propriété appartenant à sa famille, il creuse une fosse peu profonde. Sous l'ombre des pins massifs, il abandonne l'enfant qu'il avait adopté 11 ans plus tôt. Sans prière, sans sépulture digne, Erika Parsons est rendue à la terre dans l'anonymat le plus total. Mais une disparition physique ne suffit pas. Dans une société administrative, un enfant qui ne va plus à l'école et que les voisins ne voient de plus finit par susciter des questions. Les Parsons anticipent ce problème avec une habileté diabolique en créant le personnage de Nan. Casey Parsons commence à diffuser auprès de son entourage une histoire soigneusement calibrée. Erika serait partie vivre chez sa grand-mère biologique, une femme riche nommée Nan.
habitant à Asheville, en Caroline du Nord. Ce récit est stratégique à plus d'un titre. D'abord, il justifie l'absence soudaine d'Erika par une réunification familiale, un motif qui n'alarme généralement pas les services sociaux. Ensuite, il place la résidence de cette prétendue grand-mère à plusieurs heures de route, décourageant ainsi toute velléité de visite de la part des rares proches qui s'intéressaient encore au sort de la petite fille. En réalité, Nan est une pure invention. La grand-mère paternelle biologique d'Erika était décédée 5 ans avant ce prétendu transfert de garde. Pourtant, les Parsons maintiennent ce mensonge avec un aplomb terrifiant pendant près de 2 ans, parvenant à neutraliser les doutes des curieux. Pendant que le corps d'Erika se décompose dans la solitude des bois de Caroline du Sud, Sandy et Casey continuent de percevoir le prix de sa vie. De décembre 2011 à juillet 2013, chaque mois, les subventions d'adoption sont versées sur leur compte bancaire. Ils vont jusqu'à déclarer Erika comme personne à charge sur leur déclaration d'impôt et utilisent ses prestations médicales Medicaid. C'est ici que leur cupidité va se transformer en leur pire ennemi. En acceptant des fonds fédéraux pour une enfant morte, ils ne commettent plus seulement un crime local, ils entrent dans le collimateur d'agences fédérales comme le FBI et l'IRS. Ces institutions disposent de ressources et d'une ténacité qui dépasse de loin celle d'un bureau de shérif de comté. Ce que les Parsons ignorent, c'est que ce flux financier, qu'ils pensaient être leur récompense pour avoir fait disparaître l'enfant, est en train de devenir la trace indélébile qui les mènera à leur perte. La fraude fiscale devient le talon d'Achille de leur défense, le fil rouge que les enquêteurs finiront par tirer pour dénouer l'écheveau de leur crime. Le château de cartes commence à s'effondrer le 30 juillet 2013. Après une violente dispute avec ses parents, Jamie Parsons décide de briser la loi du silence qui règne sur la famille. Lorsqu'il entre dans les bureaux du shérif du comté de Rowan, il ne se contente pas de signaler une disparition. Il livre un portrait graphique de la maison de l'horreur. Il raconte le placard, la nourriture pour chiens, les os brisés et enfin, la nuit où Erika a cessé de respirer. Ces déclarations agissent comme une décharge électrique sur les forces de l'ordre. Immédiatement, le bureau du shérif, en collaboration avec le FBI et le State Bureau of Investigation, SBI, lance une enquête d'envergure. Confrontés aux détectives, Sandy et Casey s'accrochent désespérément à l'histoire de Nan. Mais le vernis craque rapidement. Ils sont incapables de fournir un numéro de téléphone, une adresse précise ou même un nom de famille pour cette mystérieuse grand-mère. Chaque réponse évasive renforce la conviction des enquêteurs. Erika ne se trouve pas à Asheville. Elle n'est plus nulle part. Les perquisitions menées en août 2013 au domicile des Parsons à Salisbury révèlent des indices troublants. Des traces de sang sont détectées sur les plinthes et les cloisons sèches, bien que la dégradation de l'ADN rende les comparaisons difficiles à l'époque. On retrouve surtout les traces physiques du placard décrit par Jamie, avec son mécanisme de verrouillage extérieur. Plus sinistre encore, les agents découvrent une collection de livres et de magazines sur l'affaire John Bennett Ramsey. Tout porte à croire que Casey Parsons étudiait les meurtres d'enfants non résolus pour apprendre à échapper à la justice. Dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle du récit, le couple accepte de participer à l'émission télévisée du Dr Phil. Ce qui devait être une opération de relations publiques se transforme en un désastre national. Sandy échoue lamentablement au test du polygraphe, montrant une forte déception lorsqu'on l'interroge sur le lieu où se trouve Erika. Casey, quant à elle, refuse de se soumettre au test. Devant des millions de téléspectateurs, leur froideur et leurs incohérences achèvent de les condamner dans l'opinion publique. Mais si la certitude de leur culpabilité est désormais ancrée, une question demeure obsédante. Où est le corps d'Erika ? Sans restes humains, le procureur sait qu'un procès pour meurtre est un pari risqué. C'est alors qu'une stratégie juridique audacieuse, inspirée de la chute d'Al Capone, va être mise en place pour s'assurer que les Parsons ne retrouvent plus jamais la liberté. La stratégie des procureurs fédéraux en 2014 était un chef-d'œuvre de patience et de pragmatisme juridique. Face à l'absence de corps, un procès pour meurtre aurait été un terrain miné d'incertitude. Pour s'assurer que Sandy et Casey Parsons ne disparaissent pas dans la nature, les autorités ont déterré l'une des tactiques les plus célèbres de l'histoire criminelle américaine,
la stratégie d'Al Capone. Si l'on ne peut pas encore prouver l'homicide, on les condamne pour ce qui est déjà documenté et irréfutable, la fraude massive. En juillet 2014, le couple est arrêté et inculpé de 76 chefs d'accusation fédéraux, incluant la fraude postale, le vol d'identité et l'évasion fiscale. La preuve était simple et implacable. Ils avaient continué à encaisser les chèques de subvention pour une enfant qu'ils prétendaient ne plus avoir sous leur garde. Le procès en 2015 a révélé l'étendue de leur cynisme. Le juge fédéral, bien que statuant sur des crimes financiers, a permis que des témoignages sur les mauvais traitements soient entendus, soulignant que la fraude était intrinsèquement liée à la disparition d'Erika. Le verdict est tombé comme une première pierre sur leur tombe juridique. Casey a été condamné à 10 ans de prison fédérale et Sandy à 8 ans. Ils étaient désormais derrière les barreaux, mais le secret du lieu de sépulture d'Erika restait, pour un temps encore, enfermé avec eux. C'est dans l'isolement des cellules fédérales que l'alliance toxique entre Sandy et Casey a fini par imploser. L'amour et la complicité qui les unissaient dans la cruauté n'ont pas résisté à la pression de la détention et à la perspective de passer le reste de leur vie en prison. Durant l'été 2016, Sandy Parsons a commencé à envoyer des signaux aux enquêteurs du comté de Rowan. Peut-être était-ce le poids de la culpabilité, ou plus probablement une tentative désespérée d'obtenir une réduction de peine ou de se venger d'une Casey qu'il jugeait responsable de sa déchéance. Sandy a fini par craquer. Il a admis ce que tout le monde redoutait. Erika était morte. Il a confessé les années de torture et surtout, il a accepté de conduire la police là où il l'avait déposée 5 ans plus tôt. Le 27 septembre 2016, une scène surréaliste se déroule dans le comté de Chesterfield, en Caroline du Sud. Sandy Parsons, vêtu de sa tenue de prisonnier et enchaîné, guide une équipe de pathologistes légaux et de détectives à travers une forêt dense de pins imposants. Sous un ciel lourd, après des heures de recherche dans les sous-bois, les équipes identifient une dépression anormale dans le sol. L'excavation a révélé ce qui restait d'Erika Parsons, un petit squelette presque complet, témoin silencieux d'une enfance volée. Ce n'était plus une affaire de disparition. C'était désormais une enquête pour homicide confirmé. La découverte du corps a permis à la science de prendre le relais de la parole humaine, souvent mensongère. Le rapport d'autopsie, publié officiellement en janvier 2018 par le bureau du médecin légiste en chef de Caroline du Nord, est devenu la voix d'Erika s'élevant depuis la tombe. Les ossements ont confirmé point par point les récits de torture de Jamie Parsons. Les restes, reçus dans des sacs en papier étiquetés avec une précision clinique, ont été soumis à une analyse rigoureuse. L'identification a été formelle grâce au dossier dentaire et aux tests ADN. Mais ce sont les blessures qui ont raconté l'histoire la plus sombre. Les fractures périmortem, celles survenues au moment où très près de la mort, ont été localisées sur la colonne vertébrale, notamment sur les vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires. De telles blessures suggèrent une force extrême, comme si l'enfant avait été projeté avec une violence inouïe ou piétinée. Le médecin légiste a conclu à une mort par violence homicide de nature indéterminée, car la décomposition des tissus mous empêchait de confirmer une strangulation ou une asphyxie, mais les preuves squelettiques étaient suffisantes pour prouver un assaut prolongé et létal. L'autopsie a également mis en lumière une condition médicale méconnue d'Erika, une spina bifida occulta. Cette malformation congénitale de la colonne vertébrale aurait pu contribuer à sa fragilité physique et surtout à ses problèmes d'incontinence. Au lieu de recevoir les soins et la compréhension qu'une telle condition exigeait, Erika avait été punie pour les conséquences de sa propre anatomie. Les tests de densité minérale osseuse ont confirmé que son squelette était celui d'une personne affamée de manière systématique, avec un déficit de croissance prononcé. À 13 ans, ses os étaient ceux d'une enfant de 8 ans. Ce document scientifique ne laissait aucune place au doute ou à l'interprétation. Muni de ces preuves accablantes et des aveux de Sandy, le procureur du comté de Rowan a obtenu, en février 2018, la mise en accusation officielle de Sandy et Casey Parsons pour meurtre au premier degré, maltraitance d'enfants ayant entraîné des blessures graves, dissimulation de cadavres et obstruction à la justice. Le procès qui s'annonçait allait enfin mettre un terme judiciaire à 2 décennies de ténèbres.
Face à l'imminence d'un procès où elle risquait la peine de mort, Casey Parsons a choisi de plaider coupable. Le 2 août 2019, dans la salle d'audience du comté de Rowan, la femme qui avait orchestré ce théâtre de la douleur s'est tenue devant le juge. Sans émotion apparente, elle a reconnu les faits de meurtre au premier degré. Sa seule déclaration « Je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait » a été perçue comme une ultime dérobade, un refus final d'assumer la responsabilité morale de ses actes. Elle a été condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Sandy, dont la coopération avait permis de retrouver les restes d'Erika, a bénéficié d'un accord pour un plaidoyer de meurtre au 2e degré. En décembre 2019, il a été condamné à une peine allant de 33 à 43 ans de prison. Transféré du système fédéral au système d'État en 2022, il sera octogénaire avant d'être éligible à une quelconque libération. Les Parsons mourront probablement derrière les barreaux, une fin symétrique pour ceux qui avaient fait de leur maison une cage pour une enfant innocente. Mais au-delà de la justice pénale, l'affaire Erika Parsons a laissé une cicatrice indélébile sur la société, forçant une remise en question brutale des systèmes censés protéger les plus vulnérables. Le meurtre d'Erika Parsons n'est pas seulement le récit d'une cruauté individuelle sans précédent, c'est le constat d'un échec collectif et systémique qui a laissé une enfant disparaître dans un silence total pendant 2 ans. Cette affaire a agi comme un électrochoc pour la Caroline du Nord, révélant des failles béantes dans les structures de protection de l'enfance. Le premier point de rupture identifié par les experts et les législateurs a été le vide juridique entourant l'enseignement à domicile. En exploitant une loi conçue pour garantir la liberté pédagogique des parents, les Parsons ont pu légalement soustraire Erika à tout regard extérieur. Aucun enseignant, aucun médecin, aucun travailleur social n'avait l'obligation ou même l'opportunité de vérifier son état de santé ou son développement. Ce constat a donné naissance à une mobilisation citoyenne et politique pour la création de ce que l'on appelle désormais la loi d'Erika. Ce projet de réforme vise à imposer des contrôles plus stricts pour les familles pratiquant le homeschooling, particulièrement celles ayant déjà fait l'objet de signalements auprès des services sociaux. Les propositions incluent des rencontres annuelles obligatoires avec des éducateurs certifiés et des vérifications d'antécédents pour les parents. Si ces mesures ont rencontré une opposition farouche de la part de certains groupes de pression défendant les droits parentaux, le nom d'Erika Parsons reste le cri de ralliement de tous ceux qui militent pour que le droit à la sécurité de l'enfant prime sur le droit à l'intimité des tuteurs. L'échec du département des services sociaux du comté de Rowan a également forcé une restructuration profonde de l'aide à l'enfance dans tout l'État. L'enquête a révélé que malgré plusieurs contacts avec la famille au fil des ans, les signaux d'alarme n'avaient jamais été correctement corrélés. Pour remédier à cet isolement bureaucratique, la Caroline du Nord a mis en place un système de supervision régionale visant à briser les silos entre les 100 agences de comté disparates. L'accélération du déploiement du système de données NC-FAST permet désormais de suivre le parcours d'un enfant au-delà des frontières administratives, empêchant les familles maltraitantes de pratiquer ce que les experts appellent le shopping de juridiction, une tactique consistant à déménager fréquemment pour échapper aux enquêtes en cours. Le destin d'Erika a ainsi forcé la technologie et la loi à s'adapter à la réalité de la manipulation domestique. L'affaire a également mis en lumière l'intersectionnalité de la vulnérabilité. Erika n'était pas seulement une enfant adoptive, elle était une enfant handicapée. Sa surpartialité et ses retards de développement ont été utilisés contre elle, non seulement comme prétexte à des punitions sadiques pour désobéissance, mais aussi comme un outil d'isolement. Des activistes et des spécialistes de la surdité légale soulignent que les enfants handicapés sont statistiquement plus exposés aux abus en milieu clos. Le calvaire d'Erika est devenu un cas d'étude pour les défenseurs des droits des personnes handicapées, rappelant que l'incapacité d'une victime à communiquer sa souffrance ou à comprendre des ordres ne doit jamais être une opportunité pour le bourreau, mais une alerte pour la société. L'héritage d'Erika Parsons est donc double. C'est l'histoire d'une justice pénale qui a fini par rattraper des monstres, mais c'est aussi celle d'une justice sociale inachevée qui continue de se battre pour les enfants invisibles qui vivent encore aujourd'hui dans l'ombre des lois permissives.
En refermant ce dossier, il reste une image obsédante, celle d'une petite fille qui, malgré les fractures, la faim et la terreur, a continué à espérer un geste d'amour qui n'est jamais venu. Les ossements retrouvés sous les pins de Caroline du Sud ont parlé pour elle, mais ils nous posent aussi une question fondamentale. Combien d'Erika Parsons vivent encore aujourd'hui derrière des fenêtres closes, protégées par notre silence ou notre indifférence? La fin de l'histoire judiciaire de Sandy et Casey Parsons ne doit pas signifier la fin de notre vigilance. Ce récit documentaire est un hommage à cette résilience brisée et un rappel que la protection de l'enfance est une responsabilité qui nous incombe à tous, chaque jour. Alors que les lumières s'éteignent sur cette enquête de traces perdues, nous vous laissons avec une réflexion. Selon vous, quelles mesures concrètes pourraient empêcher qu'une telle invisibilité ne se reproduise? Le système a-t-il vraiment appris de ses erreurs? Ou d'autres enfants sont-ils encore en train de glisser entre les mailles du filet? Partagez vos pensées et vos théories en commentaire. Votre engagement est le premier rempart contre l'oubli. Merci d'avoir suivi cette reconstruction forensique et humaine du cas d'Erika Parsons. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour que son nom ne soit plus jamais associé au silence, mais à la vérité. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères du réel sur Traces perdues.